Bonjour, salut et bonjour à tout le monde. Plaisir de vous retrouver pour le deuxième épisode de ma série de vidéos que j'ai appelée cours de rattrapage. Donc, c'est le cours de rattrapage numéro 2. J'espère que vous avez regardé la première vidéo. Sinon, je vous encourage à les regarder. La première vidéo est un peu longue parce que, bon, il y avait un petit peu l'introduction. J'ai essayé d'expliquer en quoi et pourquoi j'ai décidé de faire cette série de vidéos qui est destinée à mes étudiants en licence de psychologie, mais aussi pour tout un chacun qui est intéressé au domaine de la recherche scientifique. Et donc, le principe, je pose une question et j'essaie d'apporter une réponse en espérant que de cette façon-là, vous pouvez mieux comprendre. Alors, on va tout de suite attaquer à la première question. Ah, c'est pas une question sur le bla 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 bla, mais la question arrive. Donc, troisième question. En quoi consiste le travail préalable à la collecte des données? Alors, lors de la dernière vidéo, donc, j'avais dit que normalement, avant même de commencer à collecter des données, il y a un travail préalable. Certes, on a défini le sujet de recherche, l'objectif de la recherche et la technique qu'on va utiliser pour collecter des données, mais on ne peut pas tout de suite commencer à collecter des données, ça demande un peu plus de préparation. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour bien illustrer ce cours-là, je vais donner comme exemple une enquête sur le stress chez les étudiants. Je tiens à dire que c'est tout à fait une enquête affective, c'est-à-dire que ce n'est pas une enquête pour des vrais, et c'est justement pour fictif une enquête affective pour illustrer ce cours en particulier, mais les autres à venir aussi. D'accord? Donc, on continue. Le travail précédent à la collecte des données consiste d'abord à définir plus précisément la thématique de l'étude. Donc là, on reprécise un petit peu le sujet de l'étude en quelque sorte. Dans ces cas-là, c'est le stress chez les étudiants. Et ensuite, on doit bien définir les objectifs, l'écrire cette fois-ci. L'objectif de cette étude est d'évaluer, mesurer le niveau de stress perçu, examiner les facteurs sociodémographiques associés au niveau de stress et enfin, répertorier les stratégies de coping pour faire face au stress chez les étudiants en licence et au master à l'Université de Picardie-Jules Verne. Dans les objectifs, il faut qu'il y ait au moins trois informations principales. D'abord, le sujet d'étude, le stress perçu chez les étudiants. Ensuite, le stress perçu, c'est la thématique ou le sujet d'étude. Ensuite, la population, ça veut dire quelle est la population cible. Bon, la population cible, c'est les étudiants. La population cible, la population visée par l'étude, en quelque sorte, la population d'où on va extraire les participants. Et donc ça, c'est les étudiants à l'université et l'endroit où on va faire l'enquête, où on va se dérouler l'enquête, où on va prélever l'échantillon, c'est l'université Picardie-Jules Verne. Donc, il y a la thématique ou le sujet de recherche, il y a la population cible de l'enquête, il y a l'endroit. Vous voyez?
Donc, ensuite, la technique de collecte de données, c'est donc, il s'agit d'une enquête et une enquête par entretien. Alors, donc là, j'ai mis entretien, mais ça sous-entend que c'est une enquête, en fait. Et donc, une enquête, un entretien, on dit aussi interview. Et on va utiliser plus particulier ce qu'on appelle les interviews semi-directives. Si vous comprenez, si vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire une interview semi-directive, eh bien, il y aura des explications plus détaillées dans les vidéos à venir. Mais retenez ceci, qu'un entretien semi-directif, ça veut dire qu'il y a des questions que vous préparez à l'avance, mais ce sont des questions ouvertes, pas des questions fermées, et des questions qui demandent à la personne de donner des détails, si vous voulez. C'est ça qu'on appelle une enquête semi-directive. Ensuite, la problématique. Alors là, mes étudiants souvent se cassent la tête avec la problématique. Et dans les premières années, notamment en licence 2, eh bien, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que la problématique. Lorsqu'on fait une recherche, ce n'est pas suffisant de choisir un sujet puisqu'un sujet, on ne les choisit pas au hasard. Si on a choisi ce sujet-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous titille, qui a fait qu'on a choisi ce sujet-là, parce qu'on pense qu'il y a un problème à quelque part. C'est pour ça que ça nous titille, on a envie de comprendre davantage, d'avoir davantage d'explications sur le phénomène en question. Et c'est ça qu'il s'agit de dire, si vous voulez. Donc, si on prend cet exemple, il y a en couleur ici un petit peu marron, j'ai écrit le stress et ses effets, troubles de sommeil, anxiété, dépression, sentiment de solitude, burn-out, et le principal problème de santé qui affecte les étudiants en France. Je commence à dire quel est le problème avec le stress, en quelque sorte. Et bien entendu, tout ça, c'est effectif. Encore une fois, ce n'est pas une vraie histoire. Les chiffres ne sont pas vrais qui sont ici, soyons d'accord. Selon les dernières statistiques publiées par ONV, celui-ci affecte 70% de cette population au niveau national. Par ailleurs, plusieurs études précédentes et voir la revue systématique IDER, ont montré que le stress chez les étudiants est significativement et positivement associé à l'échec académique. Vous voyez, en couleur marron, je viens de dire quel est le problème en fait. Il y a le stress, c'est un problème de santé. Le stress, apparemment, selon les études précédentes, affecte pas mal d'étudiants. Et ensuite, on voit que le stress est lié à l'échec académique. Du coup, c'est ça le problème. C'est ça qui m'a titillé de décider de m'attaquer à ce problème-là pour essayer de faire des études là-dessus. Mais une fois qu'on a dit ça, mais on vient de dire ici qu'il y a des études précédentes. Alors, s'il y a des études précédentes, pourquoi est-ce que moi, je dois encore refaire une autre étude? Et c'est ça que je dois expliquer, c'est ça que vous avez ici un peu en couleur bleue. Une fois que vous avez dit quel est le problème qui vous a titillé en quelque sorte et que vous avez choisi, faire choisir un domaine de recherche, un sujet de recherche, il faut expliquer pourquoi vous jugez important d'y mener une nouvelle étude, et notamment s'il y a déjà des études précédentes. Alors, c'est ça que j'explique en couleur bleue. Étant donné qu'il y a eu un manque d'informations précises, qu'il y a un manque d'informations précises sur les stratégies de coping utilisées par les étudiants et que les études faites sur le stress chez les étudiants ont été faites avant la pandémie de COVID-19, il nous semble important de refaire des études sur ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de dire que, certes, il y a des études précédentes sur le sujet, mais ces études précédentes-là ne se sont pas attaquées aux stratégies de coping pour faire face au stress. Ce qu'on appelle les stratégies de coping, c'est les stratégies pour faire face au stress, en fait. Donc, les études précédentes existent, certes, mais ils sont pas il n'y en a pas particulièrement sur cette spécificité qu'est la stratégie de coping.
Ensuite, j'ai dit que les études faites sur le stress chez les étudiants ont été faites avant la pandémie du Covid. Donc là, je suis non seulement moi, je m'intéresse certes au niveau du stress, qui est ça, ça a déjà été étudié, mais je m'intéresse en plus de ça aux stratégies de coping. Ça n'a jamais été étudié dans les études précédentes. Mais aussi, j'ai remarqué que les études sur le niveau de stress, c'est avant le Covid. La question est de savoir est-ce que le Covid a changé la donne ou pas. Apparemment, oui, parce qu'on peut faire l'hypothèse que oui. Pourquoi? Parce que la Covid a perturbé beaucoup de gens et apparemment dans différents domaines, ça a créé beaucoup de stress qui continue jusqu'à maintenant. Ce sont des hypothèses que je me fais. Et enfin, je dois dire, si j'ai fait cette nouvelle étude que je souhaite faire, qu'est-ce qui va apporter? Qu'est-ce que je pense qu'elle va apporter vraiment? Et là, c'est en couleur verte, vous avez les résultats de ce travail pourraient apporter une lumière nouvelle sur ce sujet, éventuellement permettre de faire des recommandations pour minimiser le problème. Donc, en disant ceci, je m'inscris, je vous ai dit dans le cours précédent, qu'une étude peut être faite pour faire avancer les connaissances, mais aussi pour pouvoir appliquer dans la résolution d'un problème. Et en fait, ici, je suis en train de dire que j'envisage les deux. J'envisage de faire avancer les connaissances, apporter une lumière nouvelle, notamment concernant les stratégies de coping, mais j'envisage aussi que les résultats soient applicables pour minimiser le problème de stress. Voilà ce qu'on appelle la problématique. Alors ça, c'est très important parce qu'y compris les chercheurs professionnels, les gens que ça fait longtemps qu'ils font de la recherche, se cassent la tête là-dessus. Mais grosso modo, je viens de vous expliquer avec un exemple fictif comment on peut construire une problématique. Continuons. Ensuite, il y a la population cible. La population cible, c'est la population, c'est-à-dire que c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de participer à mon enquête. Toute personne qui est susceptible d'être invitée pour les interviews, si vous voulez. Et donc, là, quelle est la population cible? C'est les étudiants en licence et en master à l'Université Picardie-Jules Verne, toutes les filières et tous les âges confondus. Donc, je fixe quelle est la population cible de mon enquête, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont des étudiants à l'Université de Picardie-Jules Verne, qui se trouvent à Amiens, qui c'est mon université, là où j'enseigne, et qui, peu importe la filière, eh bien, peuvent participer, peu importe l'âge, peuvent participer à l'enquête, aux interviews, si vous voulez, ou à l'étude. Ensuite, l'échantillon. Alors, c'est très important de différencier la population cible de l'échantillon. La population cible, encore une fois, c'est tous les individus qui sont susceptibles de participer à mon enquête, d'après les caractéristiques qu'ils ont. Tous les étudiants en licence et en master à l'université de Picardie-Jules Verne, peu importe l'âge, peu importe la filière. Mais dans cette catégorie-là, il y a des milliers de personnes. Il y a peut-être 20, 25, 1000 personnes qui correspondent à cette caractéristique-là. Je ne vais pas interviewer les 20, 25 000, par exemple. Vous voyez? Donc, je vais prélever un échantillon. Je vais prélever une partie de l'échantillon, une partie des individus. On appelle ça un échantillon. Donc, c'est très important de différencier la population cible et l'échantillon. La population cible, encore une fois, tous les individus qui sont susceptibles de participer à l'enquête. Et l'échantillon, c'est vraiment les personnes que j'ai pu interviewer et qui ont participé à mon étude. Alors, il y a des techniques pour faire des échantillons représentatifs. Je ne vais pas en parler ici de ces techniques-là. Vous pouvez vous rapporter dans le descriptif de la vidéo au livre que j'ai écrit
Et je mets à votre disposition gratuitement la version électronique. Là, vous avez des informations sur comment constituer des échantillons représentatifs. Mais moi, je vais donc définir mon échantillon et je dis ici, n'ayons pas des moyens matériels humains suffisants pour constituer un échantillon représentatif de la population cible, nous avons décidé de constituer un échantillon de convenance, c'est-à-dire, et là j'explique qu'est-ce que c'est qu'un échantillon de convenance, c'est-à-dire nous allons inclure dans notre échantillon toute personne ayant les caractéristiques de la population cible et qui acceptera de participer à notre étude. En termes de nombre, et là je donne encore des précisions, nous envisageons un nombre humain de 60 participants. Donc, mon échantillon, ça sera 60 participants, mais l'échantillon ne sera pas représentatif, ce sera ce qu'on appelle un échantillon de convenance, parce que je n'ai pas les moyens pour mettre en place une technique ou une stratégie pour constituer un échantillon représentatif. D'accord? Donc, encore une fois, sur qu'est-ce que c'est qu'un échantillon représentatif, comment on les constitue, vous pouvez trouver plus de détails là-dessus dans le livre que j'ai mis à votre disposition. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Ensuite, les questions initiales. Alors là, c'est important aussi. On appelle aussi questions de départ, questions de recherche. Eh bien, les questions initiales, on a décidé de faire une recherche parce que quelque chose nous dit, en quelque sorte, on se pose des questions. On veut avoir des réponses à ces questions-là. Et comme on n'a pas de réponse à ces questions-là, ou du moins on n'a pas de réponse satisfaisante à ces questions-là, on a décidé de faire une recherche. Quelles sont ces questions initiales-là? Il faut les mentionner. Et donc là, par exemple, moi, quel est le niveau de stress perçu chez les étudiants en licence et en master à l'Université Picardie-Jules Verne? Point d'interrogation. Quels sont les facteurs sociodémographiques associés au niveau de stress perçu dans la population cible? Troisième question, quelles sont les stratégies de coping utilisées par les étudiants pour faire face au stress perçu? Donc, les questions initiales doivent être en accord avec l'objectif de la, avec l'objectif de votre étude, si vous voulez. Si on recule en arrière, par exemple, je vais aux objectifs de la recherche. Ici, vous voyez que j'ai écrit ici, l'objectif des études est d'évaluer et mesurer le niveau de stress, examiner les facteurs sociodémographiques associés au stress et enfin répertorier les stratégies de coping. Et si on va dans les questions de recherche, vous allez voir que, première, le niveau de stress, je souhaite mesurer le niveau de stress. Ensuite, quels sont les facteurs sociodémographiques? J'en parle aussi dans les objectifs. Et ensuite, les stratégies de coping. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait une déconnexion entre les questions de recherche et les objectifs que vous êtes fixés. Mais vous prenez les objectifs, vous les transformez en questions de recherche, si vous voulez. Voilà un exemple ici. On continue les variables. Alors, les variables, c'est très important parce que les variables, une étude scientifique consiste à mettre en relation les variables. On met en relation les variables, c'est-à-dire quelle, quelle variable a une influence sur quelle variable. Autrement dit, on met en relation les informations, si vous voulez. Quelle information a une influence sur quelle information? C'est à peu près ça qu'il faut voir les variables. Donc, les variables, il y en a de deux types. Il y a les variables dépendantes, il y a les variables indépendantes. Les variables dépendantes, c'est ce que nous souhaitons mesurer ou ce que nous souhaitons savoir. Dans cette étude-là, sur le stress, qu'est-ce que je souhaite savoir? Qu'est-ce que je souhaite mesurer? Et là, je vais aller dans les questions de recherche pour trouver, si vous voulez. Je souhaite, un, mesurer le niveau de stress perçu. Et ensuite, je souhaite mesurer les stratégies ou savoir quelles sont les stratégies de coping. Ça, c'est les variables dépendantes. Il y en a deux, un et deux. Mais chaque variable a des modalités. Ça veut dire les modalités, c'est-à-dire quelles sont les catégories de la variable qui vont me permettre de dire que quelqu'un a un niveau de stress
quel est le niveau de stress de la personne, en fait. Donc, on appelle ça les modalités ou les catégories des variables. Comment est-ce qu'exactement je vais les mesurer, si vous voulez? Et donc là, j'ai défini trois catégories, faibles, moyens, élevés. Comme ça, quand je vais interviewer les individus, je vais essayer de déterminer est-ce qu'ils appartiennent à ceux qui ont faible niveau de stress, au moyen ou élevé, si vous voulez. Ça permet, lorsque on fait des bonnes variables, des bonnes modalités, ça permet vraiment de savoir quelles sont les questions qu'on va poser, comment est-ce qu'on va mesurer ce qu'on prétend mesurer, si vous voulez. Les stratégies de coping, il a modalité, le coping centré sur le problème versus le coping centré sur l'émotion. Alors ça, je les sors de la littérature scientifique qui dit qu'il y a généralement deux types de coping. Un coping centré sur les problèmes, c'est-à-dire que les gens, quand ils sont stressés, essaient de faire face au stress en essayant de résoudre le problème qui est à l'origine du stress. Ensuite, il y a la stratégie centrée sur l'émotion. Au lieu, ces personnes-là, au lieu de se concentrer sur le problème qui est à l'origine du stress, essayer de les résoudre, eh bien, eux, ils essayent de se distraire, si vous voulez, de manière un peu émotionnelle, en cherchant des éléments qui peuvent distraire la personne, ou s'amuser, ou aller boire, ou aller discuter avec les gens, ou chercher de l'empathie, ou de la consolation, des choses comme ça. Tout cela, ça peut aider, mais ça ne résout pas le problème, si vous voulez. C'est cette dichotomie qui existe. Et puis, si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez chercher sur Internet les types de stratégies de copie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez mes participants, je vais essayer de voir quelles sont les personnes qui utilisent la stratégie centrée sur le problème, quelles sont les personnes qui utilisent la stratégie centrée sur l'émotion, et voir quelle est de ces deux-là la stratégie la plus utilisée. Pareil, dans la première variable V1, je vais essayer de voir est-ce que chez les étudiants à l'université, quelle est la catégorie la plus dominante? Est-ce que le stress, c'est ceux qui ont le stress le plus élevé, qui sont majoritaires par rapport à ceux qui ont un stress faible, par exemple. Vous voyez? Si on ne met pas bien ces choses-là, bien ces variables, ces catégories, eh bien, on va aller collecter des données sans savoir exactement qu'est-ce qu'on va collecter et qu'est-ce qu'on va comparer. Ensuite, il y a les variables indépendantes. Alors, les variables dépendantes, l'astuce, c'est de se demander qu'est-ce que je souhaite savoir, qu'est-ce que je souhaite euh, mesurer. Les variables dépendantes, l'astuce, c'est de se demander en fonction de quoi. Je souhaite mesurer quelque chose, je souhaite savoir quelque chose, mais en fonction de quoi? Eh bien, la réponse, je vais savoir quel est le niveau de stress chez les étudiants en fonction des facteurs sociodémographiques. Et par exemple, je souhaite aussi savoir quelles sont les stratégies de coping que les étudiants ont en fonction aussi des facteurs sociodémographiques. Plus précisément, quels sont ces facteurs démographiques? Il y a l'âge, et là, j'ai fixe, c'est au chercheur de fixer les modalités, en fait. C'est à lui, en fonction de ce qu'il souhaite savoir, en fonction de qu'est-ce qu'il souhaite comparer, c'est à lui de fixer les modalités. Moi, j'ai décidé de fixer pour cette variable indépendante-là les modalités des étudiants de 15 à 21, de 25 de 22 à 25 et plus de 25 ans. Ça veut dire que je vais comparer entre ceux qui sont dans la première catégorie ou première modalité avec ceux qui sont dans la deuxième pour voir qui des deux a le niveau de stress le plus élevé, par exemple, etc., etc. Le genre, pareil, j'ai fixé trois modalités, femmes, hommes, non-binaires. Autrefois, on n'incluait pas beaucoup les non-binaires, mais maintenant, on inclut toujours systématiquement comme modalité de genre les non-binaires. Comme ça, je pourrais, par exemple, comparer entre les hommes et les femmes, quels sont quel est le groupe qui a
qui a le stress le plus élevé, par exemple, entre les hommes et les femmes. Je peux aussi comparer entre les hommes et les femmes qui utilisent davantage la stratégie basée sur la résolution des problèmes, par exemple. Pareil sur le statut relationnel. J'ai défini comme statut relationnel, mes modalités sont sans relations intimes, relations intimes occasionnelles, relations intimes durables mais non en couple, etc., etc. Parce que si je recueille ces informations-là, encore une fois, c'est pour pouvoir comparer entre les gens qui sont sans relations intimes et les gens qui ont des relations intimes durables et en couple, qui de ces deux-là, groupes-là, est plus stressé. Ça nous permet aussi de faire des hypothèses, de dire, je vais faire l'hypothèse que les gens qui sont en couple, qui ont une relation intime durable, peut-être sont moins stressés que ceux qui sont sans relations intimes. C'est une hypothèse qui peut se vérifier ou pas à la fin de l'étude. Ainsi de suite, le statut socio-économique que j'ai défini en termes de revenus, et j'ai défini des catégories, des modalités de revenus pour pouvoir aussi comparer est-ce que ceux qui ont un revenu le plus élevé sont moins stressés que ceux qui sont des revenus assez bas. Aussi, le niveau universitaire, pareil, pour cette modalité-là, j'ai oublié de la souligner ici, le niveau universitaire, eh bien, je pourrais comparer entre, par exemple, quelqu'un qui est licence 1 et quelqu'un qui est au master 2, qui de ces deux groupes-là est plus stressé. Les filières, pareil, modalité des filières, je pourrais comparer entre les gens qui sont étudiants en sciences de la santé, notamment ceux qui sont en médecine, est-ce ils sont plus stressés que ceux qui sont étudiants en sciences humaines, en histoire, par exemple. Vous voyez, ça c'est très important, ça vraiment c'est très important, y compris les chercheurs professionnels se cassent la tête là-dessus parce qu'ils ils les essayent de laisser tomber cette étape, ils veulent commencer à recueillir des données sans trop savoir ce qu'ils recueillent. En fait. C'est très important de bien définir ces variables, les variables dépendantes, les modalités de chaque variable indépendante, les variables dépendantes et les modalités de chaque variable dépendante, ainsi de suite. Hypothèses. Alors, les hypothèses, on peut se faire des hypothèses. C'est pas obligé de faire des hypothèses, mais on peut faire des hypothèses. Mais comme on a déjà bien organisé les variables, on peut faire des hypothèses. Dans ces cas-là, si on décide de faire des hypothèses, on appelle ça des études hypothético-déductives. Donc, nous avons fait le choix de faire une étude hypothético-déductive. Ainsi, sous les bases des résultats des études précédentes, nous avons fait les hypothèses suivantes. Il faut dire que vous faites des hypothèses parce qu'il s'agit des études, d'une étude hypothético-déductive. Ensuite, il faut dire sur la base de quoi vous avez fait les hypothèses. Et là, c'est sur la base des études précédentes. Si vous avez décidé de ne pas faire des hypothèses, eh bien, ça s'appelle étude exploratoire. Dans une étude exploratoire, généralement, on fait des études exploratoires lorsque vraiment on n'a pas beaucoup d'études précédentes, on ne connaît pas grand-chose sur le sujet. Du coup, d'abord, on explore et cette exploration-là, le résultat de cette étude va servir à faire des hypothèses pour une nouvelle étude. D'accord? Mais on fait des hypothèses lorsqu'il y a déjà pas mal d'études précédentes sur le même sujet. Et là, j'ai fait effectivement des hypothèses. Ces hypothèses-là sont faites en fonction des variables, bien sûr, que j'ai fait. Par exemple, j'ai dit, les résultats indiqueront un niveau de stress moyen chez la plupart des participants et un niveau élevé chez une minorité des participants. Les hypothèses s'y présentent sous la forme une affirmation anticipée ou une réponse anticipée aux questions de recherche. Naturellement, pour l'instant, c'est des réponses provisoires qui vont être vérifiées ou non vérifiées à la fin de l'étude, si vous voulez, quand on aura les résultats. Les résultats indiqueront un niveau de stress moyen chez la plupart des participants, plus de 50%, et un niveau élevé chez une minorité d'étudiants. Les résultats montreront que la plupart des participants, c'est-à-dire plus de 60%, utilisent la stratégie de coping centrée sur l'émotion.
Les participants les plus jeunes, les participants du genre masculin et les participants sans relation intime et les participants faisant face à des difficultés financières souffriront d'un niveau de stress plus élevé comparativement aux autres participants. Bien entendu, encore une fois, ce sont des hypothèses, ça veut dire que ce sont des affirmations qui correspondent à des réponses anticipées aux questions de recherche, mais elles carecent d'être confirmées ou non lorsqu'on aura les résultats à la suite des analyses. Donc là, on a une dernière hypothèse. Les participants du genre masculin seront plus nombreux à utiliser une stratégie de coping centrée sur l'émotion, alors que les participants du genre féminin seront plus nombreux à utiliser les stratégies de coping centrées sur le problème. Toutes ces hypothèses-là sont fictives en réalité. L'étude que j'évoque ici comme étude précédente est fausse. C'est juste pour illustrer les coûts. Alors, le travail précédent euh, le travail faisant à la collecte des données consiste ensuite à faire un guide d'entretien, puisque nous avons décidé que notre technique qu'on va utiliser, c'est une technique, d'abord l'enquête, ensuite à l'intérieur de l'enquête, la technique qui est l'entretien. Il va falloir construire un guide d'entretien, une grille d'entretien. Normalement, on ne va pas aller interviewer des gens sans préparer en quelque sorte des questions préalables lorsqu'il s'agit d'interviews. Et donc, on va dire que, grosso modo, le guide d'entretien, c'est l'outil. Et là, nous venons à l'explication de différentes tenues techniques de recherche et un outil. La technique que nous allons utiliser ici, c'est l'enquête. Plus précisément, l'enquête par interview, ça c'est une technique. En revanche, Guide 31, c'est un outil que j'utilise pour pouvoir recueillir les données, c'est-à-dire je prépare des questions anticipées. Ça s'appelle aussi grille d'entretien. Ou un questionnaire selon le type de technique qui est choisi pour collecter des données sur le terrain de la recherche. Donc, une fois qui, on a défini bien les objectifs de la recherche, la population, l'échantillon, la problématique, les variables, les hypothèses. Maintenant, je dois faire un guide d'entretien s'il s'agit d'une interview ou un questionnaire s'il s'agit d'une enquête par, par, par questionnaire. Alors, comment fait-on un guide d'entretien cette fois-ci, puisque nous avons décidé qu'on va utiliser la technique d'enquête par entretien. Il faut faire un guide d'entretien. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, vous trouverez la réponse dans la vidéo suivante, le cours de rattrapage numéro 3. Bon, sur ce, je vous attends nombreux pour le troisième cours. Je vais vous dire merci. A bientôt e em português. Muito obrigado. Até a próxima. Estamos juntos.